c'est d'abord, je vais me présenter. Ensuite, d'essayer de définir les objectifs que j'avais imaginés pour le club avec l'aide de Grégory, de vous lancer un petit Google Form très rapide sur 3-4 questions pour que vous disiez en fait qu'est-ce que vous pouvez en attendre, sachant que franchement, on le coécrit ensemble et si on se dit qu'il n'a pas d'utilité, à part Grégory, moi je ne m'en vexerai pas sur le fait que si ce n'est pas un bon moment, on arrêtera parce qu'on a tous suffisamment de contraintes à droite à gauche. Et puis aussi qu'on définisse un peu qu'est-ce qu'on a envie d'y faire. Moi, j'avoue que j'ai mes attentes, je serai preneur des vôtres, et puis qu'on fasse aussi un mix entre potentiellement du virtuel et du présentiel pour qu'on prenne un verre et qu'on puisse échanger. Donc ça serait la deuxième phase de cet atelier d'aujourd'hui. Et la troisième phase, c'est un peu de vous dresser un peu le portrait du capital investissement. Qu'est-ce que c'est quelles sont les grandes données de marché, comment est-ce que ça fonctionne, avec le risque que ça soit des redites et que ça soit extrêmement basique pour certaines personnes qui connaissent bien le domaine et que ça soit utile, je l'espère, pour ceux qui connaissent un petit peu moins. Voilà, si ça vous va, et franchement, pour pas que je me sente seul, n'hésitez pas à intervenir ou à dire si ça vous va pas, si vous voulez faire des trucs, parce que franchement, moi je suis comme vous, c'est de passer un truc, un moment interactif, si ça vous va. Excellent, François, bravo pour avoir pris ce poste. Et puis, merci Grégory d'avoir quand même lancé cette initiative. Et effectivement, il a poussé, ça, je pense que ça fait plusieurs mois, voire même un an qu'il est dessus. Donc, ravi de tous vous avoir à table, même si effectivement, physiquement, comme tu dis, on ne peut pas se voir. J'espère qu'on sera bientôt tous vaccinés. Puis là, je suis en train de le faire. Et puis, que ce soit à Nantes ou à Paris, effectivement, il faudra à Paris ou ailleurs ou dans d'autres villes, on soit capable de faire vivre ce groupe. Et puis, un bon départ à 10-12 personnes comme on l'est aujourd'hui. Et ça permettra de faire grandir le groupe à 20, 50, puis 100 personnes, je l'espère, par la suite. C'est clair. Sympa, de me mettre en mute pour la suite et je vous écoute avec grand plaisir. Ouais, c'est cool. Merci. Bon, vous voyez mon écran ou pas? Pour ceux qui sont derrière. Ouais, c'est bon. Ouais, ça marche, bon. Ouais. Ok, ça roule. Bon, du coup, ça un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, avant de commencer par les objectifs, moi, je vais peut-être juste me présenter. C'est quand même sympa de savoir avec qui on parle. Donc, moi, je suis François Even. Je suis de la promo 2004, promo SK 99-2004. Ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le capital investissement, mais je n'ai pas commencé par ce secteur. J'ai commencé à bosser à mon stage de fin d'année en 2003 chez Danone dans les produits frais au niveau des achats. Donc, j'ai fait à peu près 3 ans aux achats à Paris chez Danone. Ensuite, j'ai quitté Danone pour avoir une expérience entrepreneuriale avec un copain de l'ESCA. On a monté une première boîte au Mexique, puis une deuxième en Grèce qui faisait de la distribution et de la formation dans le nautisme. On avait surtout autour du kitesurf principalement et un peu du windsurf, deux sites, un au Mexique et un en Grèce, et on voulait monter une franchise. Ça a bien marché pour un des deux sites et moins bien pour l'autre. Donc, on a ensuite on a changé de projet et on a découvert en fait le monde des levées de fonds puisqu'on a été un petit peu confronté en tant qu'entrepreneur. Moi, j'ai trouvé que c'était passionnant et donc je me suis mis en tête d'aller travailler dans ce domaine en revenant en France. Donc, j'ai d'abord fait du conseil pour le service des fonds d'investissement pendant 3 ans dans une petite société qui s'appelait Creative Value, et puis après pendant à peu près 3 ans chez EY en Transaction Services. Et ensuite, j'ai rejoint un fonds d'investissement qui s'appelle Abenex à Paris pendant 7 ans, où j'ai travaillé comme accompagnement des sociétés qu'on a en portefeuille et investisseurs. Et maintenant, depuis 4 ans, chez Arkea Capital, qui est un fonds d'investissement basé en région, et moi-même je suis basé à Nantes, qui accompagne les dirigeants, les entrepreneurs dans leurs projets. Donc ça fait 11 ans que je fais du capital investissement maintenant, un métier qui me passionne et qui est pas forcément extrêmement bien connu, qui génère tout un écosystème, mais qui est vraiment un métier passionnant.
Voilà, me concernant, et j'ai 40 ans, j'ai 3 filles, j'ai adoré l'ESCA, ma femme est de l'ESCA, mes potes sont de l'ESCA, voilà, et je reste très attaché à l'ESCA, même si dans le monde de l'investissement, il fait plutôt bon ton d'avoir fait HEC que d'avoir fait l'ESCA, mais l'un n'empêche pas l'autre, puisque on peut quand même faire HEC après l'ESCA, et puis même quand on fait l'ESCA, on peut quand même y arriver. Voilà. Je m'arrête tout de suite, je fais une petite pause. Est-ce que vous avez des questions déjà là-dessus? Est-ce que tu peux nous mettre le diapo en grand écran, peut-être, les slides? F5, peut-être, ça de... Ouais. Attends, parce qu'en fait. Ou affichage Non, mais diapo. bouge pas, bouge pas, bouge pas. Merci. Ok. C'est bon? C'est clean, ouais. Ok, ça roule. Bon, vous n'avez pas de questions? On est parti. On est parti. Ça roule. Bon, ça c'est ce que je vous ai dit. Objectif, quelques petites notions sur qu'est-ce que le capital investissement et puis un peu les grands acteurs. Et puis ensuite, on voit comment on avance ensemble sur les prochaines étapes. Alors, attends. Qu'est-ce que j'ai foutu? Excusez-moi. Ouais, alors. Attends. Petit bug logistique. Je ne sais pas si. Je vais refaire sur mon truc. Ok, ça roule. Du coup, attends, je ne comprends pas, il manque des slides. Bon. Donc, le premier point, c'était les objectifs. Ce que je vous disais, c'était vraiment définir, en fait, si vous aviez des attentes. Il y avait des choses que vous attendiez en particulier. On a réfléchi à un truc avec Grégory qui était d'essayer de ne pas que ça soit dans un format court, parce que je trouve que ça peut être un peu pénible d'écouter quelqu'un pendant 1 heure parler, mais plutôt dans un format interactif et de faire varier les typologies de formats. Donc, je ne veux pas biaiser ce que vous pourriez dire, mais je vais vous envoyer un petit Google Form que j'ai préparé pour que vous puissiez remonter vos attentes. Moi, ce que j'avais envisagé, c'était d'alterner en fait les formats, de potentiellement inviter quelqu'un pour qu'il puisse parler un peu des grands enjeux du capital investissement de temps en temps, de pouvoir proposer à un ou plusieurs entrepreneurs de venir présenter leurs projets, qu'ils soient sur des levées de fonds ou des projets de levée de fonds ou des levées de fonds qui pourraient arriver, donc du coup qu'on puisse les aider un peu pour faire des formats de pitch en entraînement. Et puis, pourquoi pas, entre investisseurs, puisque du coup, il y en a qui sont dans ce monde de l'investissement, partager ensemble sur qu'est-ce qui se passe au niveau du marché. Arnaud, que je connais, Arnaud Kijou, travaille dans ce domaine. Si vous travaillez dans le domaine de l'investissement, pourquoi pas échanger là-dessus. Donc, je vous envoie juste à la fin le petit Google Form pour que vous puissiez mettre vos points. Mais n'hésitez pas à répondre parce que je pense que si on veut que ça soit un truc intéressant, il faut qu'on sache un peu ce qu'on vient chercher. Après, ça peut être aussi juste d'aller boire une bière ensemble, ça me va aussi. Et dans ce cas-là, on se calera un point à Paris ou à Nantes, les deux, quand ça sera possible. Je vous propose juste de descendre un peu les grands enjeux de qu'est-ce qu'est le capital investissement. Évidemment, comme je le disais, il y en a certains pour qui ça va être extrêmement évident et d'autres un peu moins. Dans le capital investissement, on distingue différents types de types d'investisseurs en fonction de la maturité des boîtes qu'on accompagne. Et dans ce terme de capital investissement, on met finalement pas mal de choses qui sont assez différentes. On a des sociétés qui vont être financées par du capital risque.
ce qu'on appelle aussi le venture capital, qui sont des jeunes sociétés ou des startups. C'est vrai que c'est un métier à part entière. On en voit pas mal parler dans la presse, avec des niveaux de valo qui sont parfois un peu dingos, avec des jolis success stories. On a vu, je ne sais pas si vous avez vu hier, Black Market qui est sorti avec une valeur de 2,7 milliards, 275 millions de levée de fonds, c'est assez incroyable. Ça, c'est vraiment un métier en tant que tel, c'est vraiment la phase de capital risque. Et ce sont des équipes et des fonds qui sont assez dédiés sur cet aspect-là, que je connais clairement moins. Et pour lequel on essaiera de trouver un interlocuteur, puisqu'il y en a certains de l'ESCA et hors ESCA qui pourraient venir nous en parler un peu plus. Moi, la partie que je connais plus, c'est soutenir le développement des entreprises, idéalement en croissance, et surtout proposer des solutions concernant les changements d'actionnariat et les transmissions. C'est ce qu'on appelle le capital développement et le LBO. Alors, le LBO pour leverage buyout, qui sont les phases, je dirais, pour des entreprises qui sont déjà un peu plus établies, qui ont en général plusieurs bilans à leur actif et un chiffre d'affaires qui est déjà plus important, en général avec un niveau de rentabilité et un point d'équilibre qui a été trouvé, donc avec un business model qui fonctionne. Donc, on a, là, on est dans ce qu'on appelle le cœur du private equity, ces fonds d'investissement qui vont vraiment accompagner les PME et les ETI. Alors après, on peut redécouper à l'intérieur de ces deux tranches par taille de société, c'est-à-dire qu'on va avoir des fonds qui vont s'occuper des petites boîtes, donc les fonds small cap, on a des fonds mid cap, on a des fonds large cap, ensuite on a des fonds mid cap qui sont entre le small et le large, mais globalement, à l'intérieur de cette catégorie, on a un nombre d'acteurs en France assez important et on en reviendra après, mais c'est vraiment la phase de développement et de transmission. C'est ce que je connais le mieux parce que c'est ce dans quoi je travaille depuis maintenant 11 ans. Et puis après, on a certains acteurs qui font du capital retournement, qui sont les fonds de retournement et qui vont aller reprendre des boîtes qui sont dans des situations difficiles, soit à la barre, soit, si elles ne sont pas encore en dépôt ou en redressement judiciaire, dans des situations très compliquées. Il y a moins d'acteurs et c'est un domaine qui est un peu plus une niche parce que c'est assez difficile en général d'exécuter ce type de retournement. Là, je le connais un petit peu moins, mais on pourra en parler aussi si vous aviez des questions là-dessus et si vous le souhaitez. Alors, quand on parle de capital investissement, en fait, pareil, assez basique, en fait, on dit que c'est des prises de participation dans des sociétés qui sont en général intégralement non cotées ou partiellement non cotées. C'est vraiment le private equity, c'est equity pour les actions, et private, c'est vraiment privé. Ça vient en opposition à public equity, qui sont des boîtes cotées. Quand on prend ces participations, en général, on rentre en fonds propres, donc en pur fonds propres, en dur. Et vous m'arrêtez s'il y a des trucs qui sont évidents pour moi, mais qui nécessitent plus d'explications. Et en quasi fonds propres, donc ce qu'on appelle les obligations convertibles, des obligations simples, ou en tout cas tout type d'obligations. Voilà. Donc nous, en fait, en tant qu'investisseurs, quand on vient, on prend des parts du capital des sociétés qu'on accompagne, qui sont des parts qui finalement ne sont pas très liquides, puisqu'on n'est pas sur un marché. On n'est pas sur un marché coté. Voilà. Et l'investissement se fait en général avec les équipes de management qui peuvent investir via ce qu'on appelle les management packages, soit de façon importante, soit de façon limitée en fonction de leur capacité financière et de leurs envies. Mais on verra plus tard que notre métier du capital investissement, même s'il s'appuie sur des chiffres et qu'on manipule pas mal de millions d'euros, c'est quand même souvent une histoire d'hommes et de femmes et de rencontres et d'équipes de management. Quand on parle du management, c'est en général vraiment un combo entre on va aller s'associer avec des managers, qu'on appelle les managers, et on va aller trouver un asset, donc une entreprise qui coche un sacré cahier des charges, un certain cahier des charges. Voilà. Et donc, on va essayer d'apporter en tant qu'investisseur de l'argent, mais dans un monde qui est assez concurrentiel comme tous les secteurs d'activité, on va essayer aussi d'apporter un peu plus. C'est-à-dire, il y a des investisseurs qui se positionnent ce qu'on appelle un peu hands-on,
en étant à l'aide des managers pour les aider dans un certain nombre de situations. Et donc, le point, c'est d'essayer de se dire, on va essayer d'apporter quelque chose en plus à l'entreprise qu'uniquement de l'argent. La structuration des fonds d'investissement, alors c'est vraiment les trucs assez basiques, et puis après on redescendra dans plus de détails en fonction de ce que vous souhaitez voir creuser. Pour le moment, c'est vraiment en mode entonnoir. Quand on parle de fonds d'investissement, parfois en France, c'est un peu galvaudé au niveau des termes, parce qu'en fait on parle de fonds de pension, fonds américains, on est un peu paumé. Les fonds d'investissement en France sont en très grande partie immatriculés dans des sociétés de gestion qui sont françaises. Leurs fonds, c'est-à-dire l'argent qu'elles gèrent, provient de France et de l'étranger. Ça peut provenir de fonds de pension étrangers. En général, les Canadiens et les Américains ont des fonds de pension de retraite qui ont pas mal d'argent et qui, du coup, les mettent à disposition de ces fonds d'investissement. Ça peut être aussi des assureurs qui, finalement, n'ont pas des besoins de liquidité à court terme et, du coup, vont les mettre à disposition de ces fonds d'investissement, puisque, du coup, on va le voir après, ça apporte des rendements intéressants, mais avec une contrepartie d'avoir peu de liquidité. Et puis après, ça peut être des family office, enfin des familles, des privés. Ça peut être aussi des banques. Et ça peut être voilà, tout type d'institutionnels voilà, qui veut mettre de l'argent. Moi, pour vous donner un exemple concret, c'est intéressant. Pendant 7 ans, j'ai bossé dans une boîte qui gérait de l'argent pour le compte de tiers. Donc, on avait des clients qui étaient des fonds de pension, des assureurs. Et aujourd'hui, je travaille pour le compte d'une banque. Donc, je travaille chez Arkia Capital. Donc, je suis une filiale de banque. Donc, je gère avec les équipes 1 milliard d'euros, 1 milliard 100. On a 1 milliard qui provient de la banque. Donc, c'est l'argent de la banque qui est mis à notre disposition pour le déployer. Et on a 100 millions d'euros qui ont été levés auprès de tiers, qui sont en général des familles du Grand Ouest de la France pour aller ouvrir à des extérieurs. Voilà. Et en fait, ensuite, on fait, donc c'est ce que vous voyez sur le schéma en dessous, une société de gestion ou un fonds, c'est ce qu'on appelle le Private Equity Fund, qui va collecter en fait cet argent, c'est aussi General Partners. Et cette société de gestion va ensuite avoir une mission d'analyser, d'identifier des PME et des ETI en fonction de sa stratégie d'investissement et d'aller investir elle-même dans des entreprises. Alors, plus ou moins, en général, c'est entre 10 et 30 en fonction de la taille des fonds pour aller diluer le risque. Et donc, en fait, l'équipe de gestion va faire ce boulot d'aller investir dans des sociétés, d'essayer d'apporter et de donner sa contribution opérationnelle pour développer le business, si possible, et ensuite de revendre ces titres, soit de revendre l'intégralité des titres, soit partiellement ces titres, pour pouvoir remonter du cash au fonds d'investissement. Et la performance de cette société d'investissement ne sera calculée uniquement au moment où l'ensemble des sociétés aura été revendu. Et donc, c'est vrai que c'est un métier de long terme sur lequel voilà, la rentabilité arrive, mais elle est vraiment sur des périodes relativement longues. Je continue. Je continue. Donc, tout à l'heure, on a parlé de capital risque, capital développement, LBO, transmission. En fait, ces différentes classes d'actifs, elles ont des niveaux de risque et du coup de rendement qui sont différents. On a globalement le capital risque, un taux de sinistralité qui est autour de 30-40%, qui peut varier en fonction des portefeuilles des boîtes. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes sur en général un schéma, il faut avoir un carton dans votre fonds. Si vous avez une licorne, c'est merveilleux. Si vous avez une belle boîte qui cartonne, c'est bien. Et limiter la casse par ailleurs. Ça vous fait des TRI, donc des taux de rendement individuels qui sont assez élevés, mais on a une grosse hétérogénéité dans les performances des fonds de capital risque, puisque y a un niveau de risque qui est assez important. Et si vous prenez quelques plombs et que vous n'avez pas de carton, c'est pas facile d'aller trouver un rendement. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une vraie vision sur la performance exacte des fonds de capital risque, des fonds de venture. On voit des niveaux de valo qui sont très, très élevés parfois. On a du mal à vraiment lire
la performance des stars de ce domaine, mais on en reparlera si besoin. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de vraiment bien comprendre la performance de ces fonds. Ensuite, je mixe un peu les deux catégories, capital développement et transmission LBO, qui vont avoir des taux de sinistralité qui sont plus faibles et du coup des niveaux de rendement qui sont eux aussi plus faibles. Alors, je pense que les planches là, que je vous avais faites, que j'avais reprises, sont un peu optimistes. En réalité, le rendement aujourd'hui qu'on va chercher en cap dev ou en LBO, ils sont entre 15 et 20%. C'est très rare qu'on ait cherché le 30%. On a un niveau d'intensité concurrentielle qui a augmenté. Il y a pas mal de fonds d'investissement qui cherchent à déployer l'argent auprès des PME ETI. On a un Euribor qui est assez faible et du coup, on a des taux au niveau de la dette qui sont assez faibles, qui fait que quelque part, ça rend les rendements plus difficiles à aller au-delà de 20%. Alors, ça arrive de temps en temps, mais en fait, l'écart entre le coût de la dette, qui est à Euribor plus 2, 3, 4%, et la performance de l'equity, qui, elle, va être de 15-20%, fait qu'aujourd'hui, si on prend des grosses moyennes, les fonds font en général entre 15 et 20%. Alors, juste sur ce point, quand on dit 15 ou 20% par an, ça veut quand même dire que si on recalcule la performance à la sortie, ça ferait à peu près entre 15 et 20% par an. Ça ne veut pas dire que tous les ans, vous prenez entre 15 et 20% par an, puisqu'en fait, le fonds d'investissement, il met son equity, s'il met 100, au bout de 5 ans, il va revendre à 2 fois la mise, il va toucher 200. Et si on prend 5 ans et qu'on redivise si on prend 200, on a fait 2 fois la mise sur 5 ans, on le redivise, ça fait à peu près 15% de rendement. Ça veut dire que si on rétro-pédale, c'est ça qu'on appelle le théorie, ça aurait fait à peu près de 15% de rendement. En réalité, chaque année, il n'y a pas de rendement annuel. Donc, on ne touche pas du cash on cash tous les ans. Voilà, et capital retournement, là pareil, c'est un peu comme le capital risque, c'est plus risqué et donc du coup, c'est des rendements qui sont plus élevés. Là, il y a vraiment peu d'acteurs. Autant en termes de nombre d'acteurs, il y en a beaucoup dans le capital risque, autant il y en a peu dans le capital retournement. C'est des secteurs qui sont vraiment détenus par peut-être 5-6 fonds, pas beaucoup plus en France. François, excuse-moi. Ouais. Sur le slide d'avant, dans le capital risque, tu as parlé beaucoup des fonds de capital risque, mais souvent on met les business angels dans cette catégorie-là. Et mon autre question, c'était, dans le vocabulaire des startups, on parle beaucoup de seed, de série A, série B. Tu mets ça où dans ta partie ? Ouais, alors c'est vrai que capital risque, je le voyais au sens large avec des acteurs qui sont plutôt structurés en termes fonds, mais tu as raison, les business angels, même les tours de ce qu'on appelle le love money, des tours avec des copains, tu le mets aussi dans cette part de capital risque. Et après, les tours successifs qui sont le tour de seed, les séries A, série B, série C qui peuvent aller jusqu'aux séries F, pour moi, tout ça, c'est dans le capital risque. Tu bascules en capital développement à partir du moment où tu commences à avoir un EBITDA qui est notre agrégat de référence, qui est en gros une forme de résultat d'exploitation, qui commence à être vraiment solide. En gros, quand tu commences à faire 200-300 millions d'EBITDA, 200-300 000 euros d'EBITDA, on peut considérer que tu bascules du capital risque vers le capital développement. Le capital risque, il a une manière d'être valorisé qui n'est pas complètement sur la rentabilité historique, mais plutôt sur les perspectives de rendement et le BP. Par contre, c'est extrêmement large et je pense que ça vaudra le coup de faire un zoom sur ce point parce que en fait, il y a plein de typologies de personnes. Puis même que toi, peut-être Richard, à titre perso, moi, ça m'est arrivé de mettre un petit peu d'argent dans des toutes petites boîtes. Tout ça, c'est dans le capital risque et ça se resegmente avec plein d'acteurs à l'intérieur de ça. Et puis, tu as des gens capital risque qui vont mettre des tickets de 20 millions, 30 millions. Tu as des gens qui vont mettre des tickets de 100 000. Donc, c'est clair que cette partie capital risque, elle est très large. On va regarder après. Derrière, j'ai quelques trucs sur les grands métriques en termes de stats. Ouais, parce que c'est vrai qu'à titre perso, en fait, j'ai vécu 3 LBO quand j'étais DG d'une boîte et là, c'était assez
compréhensible, tu vois, un multiple d'EBITDA, etc., des business installés, c'était du retail textile. Là, maintenant, je suis en train de monter une start-up. Franchement, je découvre un univers, intellectuellement, j'ai plus de mal, quoi, tu vois, notamment sur les valos, sur ces éléments-là. Et quand je vois qu'à l'intérieur, c'est encore ultra segmenté, calculer une valo sur une boîte qui perd de l'argent pendant 3 ans, j'ai eu un peu de mal, si tu veux, à construire Ouais. et le BP et les hypothèses, quoi. Donc, tu comprends que les assets qui sont regardés, c'est pas forcément les bidas qui est négatif, et c'est plus les assets que tu crées ou les actifs que tu constitues au bilan, quoi. Mais bon, je C'est trouve clair. que Mais là, il y aura peut-être un appel à candidature et puis regardez en fait quelles sont les choses qui vont vous intéresser. Mais moi, je suis d'accord avec toi et je ne suis pas le mieux placé pour documenter là-dessus parce que moi, quand je lis dans la presse, parce que du coup, je vois aussi des niveaux de valo qui sont assez incroyables avec des boîtes qui n'ont pas trouvé leur business model et avec, tu regardes même dans des boîtes américaines, hein, des trucs assez incroyables. Ça pose un peu des questions. Pour moi, c'est carrément un autre métier. Donc, quand Grégory m'avait demandé de lancer un peu le sujet, il m'a dit ouais, on va parler du venture capital, etc. Pour moi, c'est carrément un autre univers, même si on est dans le grand monde du capital investissement. Alors, il y a quelques personnes qui travaillent un peu là-dedans. Notamment, j'ai un copain de ma promo qui s'appelle François Collet qui travaille chez Raise Capital Venture. Je pense qu'on pourra l'interroger. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Richard, et je le partage à 100%. C'est de dire qu'en fait, c'est très, très différent. Quand tu fais du LBO, tu regardes une partie sur l'historique, c'est quelle est la rentabilité de la boîte, quelle est la qualité du manager de l'asset, quel est ton business plan. Tu prends ces 4 éléments, tu essaies de te faire une valo, de te faire une conviction. Quand tu es dans le venture, tu as moins d'éléments tangibles. Les gens, en général, vont utiliser l'ARR, c'est l'annuel ou le MRR, le mensual recurring revenue, qui est en gros de te dire ton chiffre d'affaires mensuel. Tu vas y appliquer un multiple et puis tu peux tomber sur des chiffres qui sont un peu délirants. Et moi, j'ai souvent des gens au téléphone qui vont m'appeler en disant « mais je ne comprends pas parce que je suis en train de basculer de ce dont tu parles, du capital risque vers le capital développement. Ma boîte est valorisée 50 millions et en fait, je passe dans la cour des grands, mais en fait, je ne fais pas encore 1 million d'EBITDA et je vais voir des fonds de LBO et on me dit que ma boîte, elle vaut que 10 millions. » Ouais, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des manières de valoriser qui sont un peu différentes. Donc, il y a une frontière à passer où c'est clair qu'il y a des niveaux de valo qui sont souvent plus importants dans le capital risque qui peuvent l'être dans le LBO, surtout si tu l'as vécu. Et en général, c'est surtout une question de savoir ce que le fondateur de la startup veut laisser comme capital et l'argent dont il a besoin, en réalité. Ouais, pour faire les maths. Et puis où je te rejoins, Arthur, et puis tu as un autre truc aussi, c'est de se dire que finalement, les valos, pour moi, dans le capital risque, elles sont faites aussi par les séries successives dont tu parlais, Richard. C'est de se dire qu'en fait, ta valo de ta série B, elle conforte la valo de la série A, quoi. Et du coup, on avance comme ça petit à petit, un peu comme un truc. Mais je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Je pense que ça serait intéressant d'avoir des gens, soit qui témoignent qu'ils l'ont vécu en tant que levée de fonds, soit des gens qui sont des investisseurs, parce que c'est intéressant de comprendre. Ce qui est assez dingue, c'est que moi, ce dont je vais vous parler, c'est le mec qui a une PME qui veut lever des fonds, ça je connais très bien. Mais aujourd'hui, quand tu es start-upper, tu te retrouves, c'est complexe de voir comment ça va être valorisé, comment ça marche, etc. Parce que ça peut très vite être des gros enjeux et c'est pas évident en fait. C'est pour moi cette zone de capital risque. Donc ça vaudra le coup qu'on en parle un moment spécifiquement. Ouais. Je ne sais pas si Arnaud, je sais Arnaud qui bosse en TS chez EY, parfois tu peux te retrouver confronté dans des situations de plus petites boîtes. Enfin, ça serait intéressant d'avoir les témoignages des uns des autres là-dessus. Ouais. Alors moi, je peux témoigner. Nous, on a un family office et on investit à la fois dans des startups et des PME. Et effectivement, c'est assez variable. Et ce qu'on fait en général, c'est qu'on s'aligne sur la valorisation souhaitée par le créateur de la société. Quand tous les voyants hauts sont au vert, c'est-à-dire en général, on ne regarde pas vraiment le BP, on regarde surtout l'équipe et le projet. Et ensuite, ce qu'on met, c'est beaucoup d'obligations convertibles ou autres dans la valorisation qui dépendent en fait des performances futures, qui permettent de revaloriser en fonction des performances. Ouais. Mais bon, après, c'est vrai qu'on dispose de moins d'éléments pour faire une valo quand on est dans une phase de capital risque. Donc, on fait aussi un peu avec ce qu'on a. Après, il y a des outils de protection comme ce que tu disais, Arthur. Mais c'est vrai que
les manières de valoriser vont être très différentes en fonction de ces étapes. Et moi-même, il y a des situations où c'est pas évident de savoir comment ça a vraiment été fait, parce que parfois, tu n'as quasiment rien et c'est valoriser des fortunes. Je crois qu'il me reste que 2 petites planches. Juste, comment est-ce que ça fonctionne? Je voulais là-dessus dire que il y a une phase d'origination où, en gros, il y a des gens qui cherchent à lever des fonds, qui sont des startups, ou quand toi, tu as fait un LBO, Richard, des gens qui sont patrons ou des fonds qui cherchent à faire tourner leur capital. Et quand tu es un fonds, il y a une phase de ce qu'on appelle d'origination qui est vraiment d'aller trouver des dossiers, un peu comme dans tous les secteurs d'activité, mais il y a de la concurrence, c'est assez intense en fait, parce qu'il y a beaucoup d'argent, on va le voir derrière, et finalement la complexité, c'est de trouver les PME, les beaux projets, les ETI. Donc il y a vraiment une phase d'origination, et l'écosystème est super important là-dedans, et on en parlera, je pense, à un moment ou à un autre, mais il y a un écosystème qui est hyper large en fait autour du capital investissement, parce qu'en fait, tu as les managers. Si toi, tu l'as fait, Richard, Arnaud, Arthur, toi, tu vois, tu es en train d'investir, donc voilà, tu investis. Il y a des consultants, donc il y a des consultants financiers. Arnaud, c'est ce qu'il fait chez EY. Claire, elle faisait ça chez EY aussi. Enfin, en gros, on peut être consultant, on peut être avocat, parce qu'il y a des gens qui sont avocats. Il y en a même qui ont fait l'ESCA, Cyril. Il est avocat et il travaille aussi pour le compte de fonds d'investissement. Il y a les M&A, il y a d'autres fonds, il y a les comptables. En gros, c'est hyper large pour se dire, OK, comment est-ce que je trouve la bonne PME qui veut chercher à lever des fonds? Une fois qu'on a identifié avec ou sans intermédiaire, il y a une analyse qui est en général assez importante, où on rencontre les patrons, on visite la boîte, on fait toute cette phase d'analyse avec des auditeurs ou sans auditeurs. Ensuite, on marque un intérêt et on définit une valorisation, qui est un exercice parfois un petit peu périlleux, surtout quand la boîte est plus petite, parce qu'on a moins d'éléments. Mais c'est vrai que la valorisation, c'est pas comme quand on achète un appartement. Il n'y a pas un prix qui est donné. C'est pas à vendre pour 1 million. C'est combien tu me donnes pour 20% du capital de ma boîte. Et ton boulot, c'est de te dire, OK, comment est-ce que je vais faire pour la valoriser, pour aller essayer d'obtenir le niveau de rendement que j'ai envie, qui, grosso modo, est entre 15 et 20% de rendement. Comme on le voyait juste avant. Et quand on arrive à se mettre d'accord, on obtient une exclusivité. Et ensuite, on fait une négo sur les pactes d'associés. On pourra éventuellement en parler, tout ce qui est SPV, la garantie d'actifs passifs et un nombre de documents juridiques qui permettent de border ça pour pouvoir faire un deal. Moi, ça fait que 11 ans que je fais du capital investissement, mais au début, il y avait un peu de doc juridique. Maintenant, on commence à se retrouver avec des bouquins énormes parce que tout le monde se back sur les clauses, les CPs, les éléments bancaires. C'est assez important. Nous, dans notre mécanisme de LBO, on a quasiment tout le temps recours à de la dette. Donc, en fait, pour appuyer notre investissement, on va mettre, on va dire, 50% en equity, 50% en dette, si on prend un exemple. Donc, on va lever une dette avec des banquiers ou avec des fonds de dette. Et ça, c'est aussi pas mal de documentation. Donc, on va lever toutes les conditions suspensives et puis ensuite, on va faire notre deal, on va rentrer au capital et on va mettre en place tout ce suivi d'accompagnement avec des comités de surveillance ou stratégiques qui vont permettre de suivre en fait la vie de la participation pendant les quelques années où on va être au capital. Voilà, donc en fait, l'analyse, et c'est là où on a en général recours à des consultants, elle se fait sur l'activité, le business model. Évidemment, de plus en plus, tout ce qui est extra-financier. Maintenant, il y a des analyses qui sont faites sur l'ESG. Quel est ton rapport avec l'environnement? Comment est-ce que vous gérez la gouvernance? Le sociétal, c'est devenu assez important et primordial. Évidemment, la rentabilité, l'évolution de la rentabilité et puis la croissance du business model, si elle génère ou pas la croissance. Quel est le deal? Comment est-ce qu'on voit les choses? Comment est-ce qu'on peut sortir? Quelle est la place des managers, notamment de la gouvernance? Et puis, le business plan, c'est quoi ce qu'on a? C'était quoi ce qu'on a dans les tuyaux? Est-ce qu'on a des croissances externes? Est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on va écrire ensemble pour que quand on va ressortir dans 5 ans, on ait une boîte qui soit plus structurée et plus forte et qu'on puisse un peu gagner notre vie. C'est pas forcément écrit en tant que tel, mais moi, c'est ma conviction. Il y a aussi toutes ces analyses, elles se font aussi sur est-ce qu'on a envie de s'associer avec le patron de la boîte ou en tout cas l'équipe de management. À un moment,
il y a un mec que je connais bien qui disait ça, c'est quand tu investis au capital, tu mets de l'argent. Moi, j'investis à titre personnel des tickets qui vont de 1 à 50 millions. Là, je suis sur un deal où je mets 1 million et en parallèle, je suis sur un deal que je mets 50 millions. Et c'est finalement au bout du bout, ça reste le même point, c'est de se dire, est-ce que j'ai confiance dans l'équipe de management? Est-ce que je sens que j'ai un caractère de confiance où en gros, ils ne sont pas en train de me flouer sur le business plan? On va écrire une belle histoire parce que tu as beau faire tous les assessments, à un moment, il faut sentir les personnes qui dirigent la boîte et ça reste super important. Et ça, pour le coup, soit tu peux te faire aider par des auditeurs qui font des audits RH, etc. Mais il y a un moment, il y a aussi un peu du feeling. Et tu vois, ce que tu mets sur la génération de trésorerie, c'est pareil. Quand j'étais sous LBO, on avait une trésor avec un niveau d'EBITDA qui allait pratiquement tout au service de la dette et tout ça. Donc, c'était tous les matins sur mon bureau. Là, dans un mode plus de start-up, c'est l'inverse. C'est-à-dire combien tu vas faire de cash burn sur tes 2 premières années, rapport au chiffre d'affaires que tu développeras après. Donc, c'est vraiment une logique où les capital risqueurs acceptent que tu fasses du cash burn à hauteur de, je sais pas, 3 fois ton chiffre d'affaires. Enfin, ils ont certainement des ratios que je connais pas. Et ça, pareil, ça m'a un peu perturbé au début, quoi. C'est-à-dire, tu lèves des fonds, tu crées pas de dette, mais en même temps, on accepte que tu crames du cash pour construire ton business, quoi. C'est vrai que c'est un peu, je suis d'accord avec toi, c'est un peu contre-intuitif. Toi, tu as vécu les deux mondes. En général, c'est deux mondes qui sont assez scindés. Et donc, du coup, tu as cette expérience, tu pourras nous la partager un peu plus. Je trouve ça intéressant. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait, là, c'est surtout que je suis en tour de table avec des start-upers et que je vois que c'est dur. En plein seed, que les mecs sur le BP, sur un BP et sur un jeu de slide, ils mettent pas, même s'il y a beaucoup d'argent, c'est beaucoup plus dur que quand tu as un business installé avec déjà des KPIs. Donc, mais ce que c'est plus dur, mais néanmoins, il y a quand même des gens qui vont suivre sur cette typologie de projet. Et je pense que c'est assez différent, c'est pas la même mécanique. C'est vrai que quand on fait des fonds, c'est vrai que mes salles, ils sont plus orientés vers CapDev parce que c'est ce que je connais mieux. Mais tu vas regarder si tu génères du cash pour pouvoir te désendetter. Parce que le but d'un deal LBO, c'est que si tu mets 50 en equity, 50 en fonds propres et 50 en dette, c'est que sur 5 ans, tu es remboursé tes 50 de dette de façon à ce que il te reste 100 qui deviennent tes capitaux propres. Et donc, du coup, tu as déjà fait 2 fois la mise sur la base de ta dette à un niveau de valorisation ISO sur le multiple. Donc, je pense qu'il y a vraiment des manières de réfléchir qui sont un peu différentes, enfin, très, très différentes. Mais il y a beaucoup d'argent en ce moment. Et donc, du coup, il y a aussi des gens qui veulent investir dans des boîtes qui crachent de l'argent, même sans avoir trouvé le business model. Peut-être que ça leur donnera raison dans le futur, mais c'est vrai que c'est très différent. Et c'est pour ça que je mettais génération de trésorerie, mais c'est vrai plus pour le LBO qu'elle dev, mais moins pour les startups. Après, j'ai 2-3 trucs sur le marché. J'en ai un peu parlé, mais juste vous donner un peu des grandes lignes de quand on fait une opération plus de LBO CapDev. Et là, tu as raison, Richard, c'est encore moins orienté venture, mais c'est en général, ça prend un peu de temps. C'est des opérations qui peuvent mettre entre 6 mois et 1 an entre le moment où tu commences à lever des fonds et le moment où tu fais ton closing. Et ça, je pense que c'est un truc auquel il faut se préparer parce que tu as souvent l'impression que ça va se passer assez vite, mais ça prend du temps. Donc, c'est des choses qui sont longues. Tu as un écosystème qui est extrêmement large. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te retrouves à dire, allez, j'irais bien lever 5 millions parce que je vais les vendre. Mais en fait, tu te retrouves avec des avocats, des auditeurs financiers, des fonds d'investissement, des M&A, des consultants. Et tu claques beaucoup d'argent. Et c'est du temps que tu ne passes pas à gérer ton business quand tu es entrepreneur. Donc ça, c'est quand même des choses qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a un écosystème qui est extrêmement large, qui fait vivre pas mal de monde. Et plus ce sont des montants qui sont importants, et plus en fait, il y a besoin de se baquer, donc d'avoir un certain nombre d'acteurs pour vérifier que ce que tu fais n'est pas une bêtise quand tu fais un chiffre de 50 millions. Et puis, il y a pas mal de concurrence parce que des fonds d'investissement, moi, c'est comme dans tout, sur ma cible, je vais toujours être en concurrence avec d'autres fonds et finalement, on va se dire que c'est difficile d'aller trouver de l'argent, mais nous, on trouve que c'est difficile d'aller trouver des beaux projets. Donc, il y a aussi de la concurrence. Voilà. Je suis un peu vite, il me reste juste 2 slides. Juste vous donner deux grands enjeux, puis après on en reparlera. Le truc du milieu, les investissements, il y a à peu près 23 milliards
qui sont investis en France, c'était l'année dernière, c'est quand même un truc qui est quand même assez colossal. Dans la partie, si on sort la partie infrastructure qui sont un peu spécifiques, c'est les projets d'infra, on tombe sur 18 milliards, c'est ce qui est en dessous, 17,8 milliards. Juste, on est hyper dynamique en France, on a la chance de faire partie d'un pays avec pas mal de fonds. On est globalement premier, deuxième européen avec l'Angleterre qui est un peu spécifique, mais on est vraiment très développé sur ce domaine et c'est top. 2000 sociétés sur lesquelles il y a eu des deals, donc il y a quand même beaucoup de fonds qui sont accompagnés beaucoup de sociétés qui sont accompagnées par des fonds. Là, il y a le split dont tu parlais tout à l'heure, Richard. En fait, si on regarde dans les grands enjeux entre la gauche et la droite, capital innovation, en fait, il y a à peu près 2 milliards qui sont déployés pour 1000 entreprises. Alors ça, c'est en 19. En 20, c'est 2 milliards 100 pour 927 entreprises. En fait, si on regarde les catégories d'après, on regarde que les montants et le nombre d'entreprises est très différent. C'est-à-dire qu'il y a 11 milliards sur le capital transmission et 4 milliards sur le capital développement pour 700 entreprises et 300 entreprises. Donc, les gros enjeux financiers, ils sont quand même sur le cap dev et le transmission. Le retournement, 29, c'est vraiment peu. Et donc, les gros enjeux financiers, ils sont là. Par contre, c'est vrai que quand tu es start-upper, tu peux plus te retrouver à être focalisé sur l'innovation. En vérité, il y a une grosse partie du marché dans les enjeux qui est dans le cap dev, capital transmission. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les fonds structurés, il y a à peu près 300 fonds en France sur la partie cap développement et transmission. Je ne sais même pas dénombrer le nombre de fonds d'innovation parce qu'il y en a vraiment un paquet. Et ça, c'est ma dernière planche parce que je vois le temps qui tourne. C'est les levées de fonds. La courbe peut faire un peu halluciner, mais malgré le Covid, on a levé, il y a des levées de fonds qui sont supérieures à 18 milliards en France. Donc, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent et on n'a jamais été aussi haut. Ça veut dire que c'est un peu une chance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent à déployer pour aller aider les PME, les ETI. Il y a encore plein de choses à faire. Il y a aussi une autre manière de voir les choses, c'est qu'il y a tellement d'argent que parfois il y en a qui est dépensé un peu à tort et à travers et qu'il y a des niveaux de valo qui sont peut-être excessifs. C'est là où peut-être on en reparlera, Richard, mais sur ces aspects-là. Et puis dans les niveaux de LBO, il y a aussi des niveaux de valo qui sont très importants. Voilà, ça, c'est ma dernière planche. Ça, c'est les rendements moyens du capital d'investissement. Et ça, c'est plus frais que ce que je vous montrais. C'est en moyenne autour de 11% et le capital innovation fait 4%. Donc, on est loin des 30% dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais. On est loin des 15-20%. Ça, c'est la réalité des choses. C'est France Invest qui est notre syndicat qui a tout remonté les chiffres. Donc, quand on se dit entre 15 et 20%, c'est pour se faire plaisir parce que du coup, on a envie de draguer le mec pour qu'il vienne dans votre fonds d'investissement. La vérité, c'est que si on prend tout en moyenne, ça sort autour de 11% sur le capital d'investissement et 4% sur l'innovation. Mais si on regarde à gauche sur la planche, ça reste le meilleur asset en termes de rendement, puisque le CAC fait 6%, l'immobilier fait 7,4% et les hedge funds 3,6%. Donc, ça reste un bon placement en termes de rendement. Par contre, la contrepartie, c'est que, en général, c'est de l'argent qui est bloqué pour quasiment une dizaine d'années.